La philosophie de la nature. Commençons par analyser déjà le mot philosophie, puis ensuite le mot nature. Vous le savez, le mot philosophie est un mot inventé par Pythagore, qui signifie amour de la sagesse. Philo, philein en grec, aimer, et la sophia, la sagesse. La sagesse, la sophia, ce n'est pas l'épistémé, la science. Cela déjà nous permet de distinguer entre sagesse et science. Et déjà d'anticiper la distinction que nous devrons faire entre philosophie et science. La philosophie de la nature, eh bien, suppose le désir, une réponse à la question « Qu'est-ce que c'est que cela ?» Qu'est-ce que Qu'est-ce que c'est Donc l'intelligence philosophique, c'est-à-dire l'intelligence du bon sens, car nous sommes tous, pour ainsi dire, métaphysiciens naturellement, dans la mesure où nous interrogeons sur notre propre existence, sur l'être. Et précisément, la sagesse, la sophia, est un savoir qui vise, qui part de l'étonnement, de l'émerveillement. En grec, c'est le tomazein. Tomazein, l'émerveillement devant la nature, précisément, devant ce que l'on voit, ce qui s'offre à notre regard, à travers les sens, puisque nous percevons à travers les sens le monde extérieur que nous percevons immédiatement comme étant extérieur à nous. Je ne suis pas le monde n'est pas moi. Et donc, il y a déjà une première distinction importante, qui fait que ce qui caractérise l'homme, l'intelligence humaine, c'est que l'intelligence naît de ce tomazein, de cet émerveillement devant l'existence des choses là, devant moi, hors de moi, et dont je me distingue en ceci que, comme dirait Pascal, mutatis mutandis, un arbre ne sait pas qu'il est un arbre, mais un homme sait qu'il est un homme du fait qu'il peut s'interroger, s'émerveiller, et découvrir qu'en lui, l'intelligence naît au contact du réel. L'intellect, intus legere, lire à l'intérieur des choses, c'est lire, c'est voir, c'est pénétrer ce qu'il y a dans les choses pour les comprendre. Et c'est pourquoi, comme dit Aristote dans sa métaphysique, et ce sont les premiers mots de sa métaphysique, un grand ouvrage, les premières paroles de la métaphysique d'Aristote, tous les hommes désirent naturellement savoir. Donc il faut, pour être humain, désirer savoir. Et cela est conforme à la nature de l'homme, qui est une nature raisonnable, rationnelle. Une vache ne s'étonne de rien. Un âne ne s'étonne de rien. Il y a des hommes qui peuvent s'efforcer à vivre comme des vaches et comme des ânes, c'est-à-dire à ne pas s'interroger, à ne rien savoir. Et en ce sens, l'ignorance est un grand mal, puisque l'ignorance va contre la nature humaine, contre ce désir naturel de savoir. Il faut faire naître en nous ce désir de savoir. Il n'est pas normal d'anesthésier son intelligence en ne se posant plus la question de savoir qu'est-ce que cela signifie que cela, pourquoi ceci, pourquoi cela. Aujourd'hui, le grand danger de l'intelligence de l'homme, c'est d'anesthésier son intelligence et de ne plus réfléchir. On est dans le 0-1. On est dans le 0-1. On est binaire, et puis alors tout se fait selon des contours combinatoires universels, des algorithmes qui pensent à notre place. Plutôt qu'ils ne pensent pas, ils calculent. Or, penser, ce n'est pas calculer. Penser, c'est s'interroger, c'est vouloir comprendre. Et plus précisément, penser, il faudrait dire plutôt que penser, qui est un verbe, dans le fond, assez récent, il faudrait dire plutôt intelliger. Intelliger. Je veux lire
à l'intérieur des choses, comment ça se marche. Et quand on est un enfant, on essaye de voir comment ça fonctionne, se jouer, quoi. Alors on le décompose, on essaye de voir de quoi il est fait, et après on s'étonne, tiens, qu'une fois décomposé, on n'arrive plus à le recomposer. Ah, tiens, zut, alors on a décomposé la petite voiture, et maintenant on n'arrive plus à remettre ensemble les éléments. Eh bien, ceci renferme un très grand enseignement pour nous, car c'est ainsi que fonctionne précisément la connaissance, distinguer dans les choses ce dont les choses sont composées, de telle manière que cette distinction est purement intellectuelle. On distingue intellectuellement ce qui en réalité est uni ontologiquement dans l'être. Je ne peux pas décomposer, par exemple, un bébé pour voir de quoi il est fait, comme le docteur Frankenstein. Il voulait refaire un homme en désorganisant à la lettre, c'est-à-dire en enlevant les organes, en les séparant les uns des autres, pour ensuite en refaire un homme nouveau, qui est ce monstre de Frankenstein, comme si on avait pu recomposer ce qu'on a distingué réellement, alors qu'il fallait le distinguer uniquement intellectuellement. Il s'agit de distinguer intellectuellement ce qui est uni ontologiquement. La bombe atomique, c'est de vouloir distinguer ontologiquement ce qu'il fallait se contenter de distinguer intellectuellement. On a vu là-bas que c'était composé d'atomes, et alors c'est pas de viser la réalité avec fusion, fission, ce qu'on voudra, n'est-ce pas, on va aboutir à l'éclatement, à l'explosion du réel. La réalité est composée d'atomes, et même d'électrons, de protons, et de neutrons, et que tout cela à toute vitesse tournant et s'agitant, si j'ose dire, autour de soi, donne une figure au réel et constitue la réalité. Et en effet, mais c'est un élément constitutif d'un tout, d'une réalité, d'un être qui est un. Hein. Et si je veux décomposer réellement ce qui est ontologiquement uni, j'aboutis à l'anéantissement. Comme Frankenstein, qui a pensé produire organiquement un homme nouveau, en le désorganisant puis en le réorganisant, et qui s'est rendu compte que, tiens, il ne pouvait plus unifier ce qui était distinct intellectuellement. Donc ce sont des préliminaires dont je vous parle, mais qui sont très importants, parce que la philosophie de la nature, ce n'est pas la science physique. À distinguer la science en tant que science et la philosophie de la nature en tant que philosophie. En danger aujourd'hui, depuis Descartes et depuis longtemps, c'est la grande confusion entre philosophie et science. Alors la science, je le répète, et cela pour nous doit être une sorte d'exergue, la science demeure muette sur le mystère de l'être. La science, c'est un savoir théorique, expérimental, et qui n'est pas le savoir philosophique, qui est un savoir qui est l'étonnement et la réflexion à partir de cet étonnement sur le mystère de l'être, sur la nature de ce qui est, ontologiquement. C'est l'être, une chose, c'est-à-dire sur l'unité de ce qui, l'unité de l'être, n'est-ce pas? Ce qui fait l'unité d'une chose, c'est son être, son acte d'être, n'est-ce pas? Qui fait que, voilà, je suis ainsi et non pas autrement. Alors que le savoir scientifique se caractérise, comme nous le verrons, non pas par une pensée, mais par un calcul. L'intelligence calculatrice, grâce aux mathématiques, comme on le verra, permet de mesurer la réalité et de l'appréhender grâce à la mesure sous l'aspect qui fait la spécialité du savant, c'est-à-dire soit le biologiste, par exemple, biologiste, lui, ce qui l'intéresse dans la réalité, c'est le vivant, et le vivant abordé à travers une analyse des éléments constitutifs de ce qui est vivant, et qui est analysé grâce aux instruments de mesure, aux instruments d'observation. Le microscope peut servir, mais on observe et on mesure, on compare. Ouais. La comparaison entre deux mesures, c'est ce qui caractérise le savoir scientifique. Alors que le savoir philosophique n'est pas comparaison,
mais adéquation. C'est-à-dire adéquation de l'intelligence à la réalité, au réel. Comment, voilà, mon intelligence atteint bien ce qui est réel et comment elle est même éveillée. Elle n'est à elle-même face à cette réalité sur laquelle elle s'interroge comme étant la vraie réalité, la chose qui résiste à toute assimilation parce qu'elle est là dehors toujours et qu'elle reste dans son unité, résistant à l'analyse en quelque sorte, résistant à être divisée ontologiquement, car elle ne peut l'être qu'intellectuellement. Donc le savoir scientifique est, nous le verrons, un savoir qui est un calcul, une pensée calculatrice. Donc l'intelligence calculatrice, ou plus précisément la raison scientifique, la ratio, déjà le mot ratio signifie compter, signifie la mesure, dans un certain sens, et l'intelligence spéculative, ce n'est pas la même chose. Donc, il s'agira d'appréhender, d'étudier toute cette philosophie de la nature à la lumière de ces préliminaires qui montrent comment réaliser une véritable philosophie de la nature, les problèmes que la science physique se pose, une philosophie de la nature qui a la réponse. Le scientifique n'a pas de réponse aux problèmes qu'il pose. La seule réponse aux problèmes qu'il se pose sont des réponses calculatrices, mathématiques, mesurables, auxquelles échappe la réalité en tant que réalité, c'est-à-dire l'être en tant qu'être. Je vous disais tout à l'heure que le biologiste appréhende le réel sous un aspect, la vie, grâce à l'analyse chimique, par exemple. Le physicien analyse la réalité en tant qu'elle se meut. On verra le mouvement, précisément c'est là que se rencontrent la science et la philosophie. La notion de mouvement, de changement, mais un mouvement local, mesurable. Or le mouvement, on le verra, n'est pas que local. Il y a un changement qui atteint aussi la substance, on verra tout cela. Et donc, la science, vous disais-je, appréhende la réalité sous un aspect, selon une méthode qui lui est propre et qui est réductrice du réel au mesurable. Elle réduit tout aux chiffres. J'aime bien rappeler l'origine étymologique arabe du mot chiffre qui se dit zifre, Z-I, accent circonflexe, F-R, zifre qui a donné notre mot chiffre, mais qui en réalité aussi a donné notre mot zéro, et qui en effet le zifre c'est le zéro, le chiffre c'est le néant d'être. Le chiffre, n'est-ce pas, ne renvoie à rien. Ne renvoie à rien. Et donc, le grand problème de la philosophie est de ne pas confondre le nombre avec le réel. Or, vous savez qu'il y a un grand philosophe de l'Antiquité du nom de Pythagore, déjà cité, pour qui le réel s'identifie au nombre, et le nombre au réel. Et Platon lui-même, le grand Platon, à la fin de sa vie, voyait dans les idées, qui sont pour lui les seules réalités, réellement réelles, ontos on en grec, les seules réalités réellement réelles, les idées, eh bien, à vrai dire, ces idées, il les ramenait au nombre. Il a été rattrapé par le pythagorisme. Nicolas de Cuse, qui est un philosophe néoplatonicien, que son néoplatonisme est justement influencé par le pythagorisme, qui reprend un peu cette pensée selon laquelle la réalité, finalement, c'est le nombre. Tout est mesurable, se réduit au mesurable, au 0,1, à la combinatoire universelle de tout ce que l'on peut appréhender comme étant la réalité, et on se fait donc des illusions sur le réel, on croit dominer, on croit être le maître et le possesseur de la nature, comme disait Descartes, parce que cette nature n'est autre chose que du mesurable. Et donc, le misérable savant qui réduit tout au mesurable confond la réalité avec le néant, avec le non-être.
Pourquoi? Parce que nous le verrons, la mathématisation du réel considère la réalité indépendamment de sa matérialité, de son unité de matière et de forme, son unité substantielle. On verra ça. L'unité substantielle. Et donc, le mathématicien n'aperçoit dans la réalité que ce qu'il abstrait de la matière, de la réalité substantielle même, pour ne considérer précisément que la matière en tant que quantifiable, de la quantité, c'est-à-dire du mesurable. Ainsi, l'approche mathématisante du réel réduit le réel à la quantité, au quantifiable, au mesurable. Or, la quantité n'est qu'un accident, comme on le verra, de la substance étant cette unité ontologique, dont on veut parler de cette façon, cette unité ontologique où s'unifie la substance et ses accidents parmi lesquels se trouve justement la quantité. La quantité, c'est en effet un aspect du réel. Nous sommes tous mesurables et quantifiables. On va se faire peser, par exemple, on sait combien on pèse, si on est intéressé d'ailleurs par le poids qui est le nôtre. Moi, je ne sais pas combien de kilos je pèse, mais bon, ça ne m'intéresse pas particulièrement. Je pèse rarement. Mais je sais que j'ai un certain poids. Bon, parce que je suis une substance, un être, avec ses accidents, et que je ne peux pas échapper à ce que je suis. Nous sommes ce que nous sommes, et si jamais je sais que ma quantité, mon poids, et que je le mettais en dehors de moi, il ne resterait plus rien de moi, parce que ça fait partie de moi. Vous voyez, je commencerais à me diviser ontologiquement. Alors que je peux concevoir en effet intellectuellement la distinction qu'il y a entre mon poids et moi-même, même entre mon poids et mes qualités, entre mon poids et tout ce qui fait l'unité de ma substance personnelle, parce que l'homme est une substance individuelle, de nature rationnelle. Et c'est ce qui va nous ramener maintenant ici, après ces préliminaires sur la notion de philosophie, à la notion de nature. Qu'est-ce que la nature? Nous avons vu l'importance de distinguer philosophie et science. Nous avons vu l'importance de ce désir naturel de savoir qui ne peut pas être altéré comme savoir humain qui définit la nature de l'homme rationnel et qui fait que nous devons désirer savoir. Mais d'un vrai savoir qui est un savoir du vrai. Savoir du vrai. Parce qu'il peut y avoir des faux savoirs, précisément, qui ne se débouchent sur rien. Or, le vrai savoir, qui est un savoir du vrai, débouche sur une sagesse, car le but de ce désir de savoir, et finalement est le moteur et le ressort de ce désir de savoir, quel est-il, sinon celui de savoir comment se comporter. Autrement dit, la sagesse est un savoir-vivre. C'est pourquoi le but de la philosophie n'est pas uniquement de savoir pour savoir, mais il est de savoir pour agir humainement, c'est-à-dire rationnellement. Or, vous le savez, le problème de la science, c'est qu'elle ne débouche pas sur un savoir-vivre. Et même la science peut être débouchée sur une culture de mort. Verrons cela aussi. On abordera cette question. Mais nous voyons bien aujourd'hui que les problèmes que la science pose sont des problèmes qui remettent en question le sens même de la vie. La science est, de même que la science est muette sur le problème de l'être, elle est paralytique quant au motif d'agir humainement. La science ne peut pas être un modèle, on ne peut pas tirer de la science comme savoir un guide pour le comportement, pour l'agir humain, pour la morale. Or, vous savez, le problème de la science aujourd'hui, c'est d'avoir des prétentions éthiques. La bioéthique est tout simplement le souci de tirer de la science la façon dont il faut vivre.
en confondant évidemment la vie avec de la chimie, puisque le biologiste en tant que savant ne voit dans la vie que de la chimie. Il ne voit dans la vie que ce qui peut changer. L'homme, alors il va tout à fait, ça va tomber, il va extravaguer, quoi. Comme il n'a pas l'intelligence philosophique, ce qui ne veut pas dire qu'un savant ne peut pas être un philosophe. Mais quand il est philosophe, il doit oublier qu'il est savant, s'il vous plaît. Il faut qu'il oublie qu'il est un scientifique. Alors tout ce que je dis là, vous imaginez bien que c'est philosophiquement incorrect dans les temps qui courent. Mais il est bon d'être incorrect quand être correct consiste à être soumis à la loi, n'est-ce pas, de l'opinion. Parce que la science de la vérité libère. On dit que l'opinion, quand elle comporte l'erreur, elle nous emprisonne, elle nous enlève la liberté de penser véritablement. Et c'est le grand problème de notre époque. Et le grand problème de notre époque, on le verra, parce que notre temps, les idées dirigent le monde. Pourquoi il faut se former intellectuellement, parce que sinon on sera soi-même emporté par les opinions dominantes. Or l'opinion, ce n'est pas la vérité. Et la vérité est encore moins une opinion. On peut avoir une opinion, tiens, qui tombe comme une opinion droite avec la vérité. Ah, c'est un coup de chance. J'opine de cette façon, et tiens, ça tombe juste. C'est magnifique. Mais je ne peux pas faire de l'opinion le critère de la vérité scientifique, parce que sinon, on serait toujours dans le domaine de l'opinion. Et donc de la certitude. Quoique le mot certitude doit être bien pris et bien conçu, bien compris, parce qu'il ne s'agit pas non plus de chercher une certitude au sens subjectif. On ne va pas chercher une certitude d'ordre subjectif. Il s'agit d'être certain de manière objective. Bon, on verra cela. La vérité, disais-je, n'est pas le fruit d'une comparaison entre deux mesures. La vérité est l'adéquation de l'intelligence au réel. L'intelligence se met en accord avec le réel. Elle parle bien de ce qui est. Voilà. Ce dont je parle, c'est bien ce dont je parle. Autrement dit, il vaut mieux dire accord de l'intelligence avec le réel, hein, plus que l'accord du réel avec l'intelligence. On reviendra là-dessus. Je suis toujours dans les préliminaires et je vais rejoindre dans l'histoire la source de ces dérives qui vont finalement opposer philosophie et science ou les confondre. Ça, non, c'est la même chose. Et je remonte à des philosophes du XIVe siècle, du XVe siècle, comme Duns Scott, Occam, Grégoire de Rimini, pour citer ceux qui sont des relais, Nicolas de Cluse. Vous savez que je pourrais vous en parler indéfiniment, mais je ne vais pas abuser de mon autorité ici. Et donc, grand moment décisif, qu'a du moins l'histoire telle que je la comprends, c'est que la vérité sera dans le jugement intellectuel uniquement, non plus comme adéquation au réel, mais comme représentation du réel. Je m'explique. De toute façon, bon, je ne vais pas insister là-dessus, mais c'est pour que vous alliez au fond des choses. Et nous sommes dans le sujet. Pour Aristote, Saint Thomas, et d'autres aussi, la substance, c'est-à-dire la réalité, lousia, en grec, lousia, ça vient du verbe einai, et c'est le participe présent substantivé on, toon, lousia, l'étant, ce qui est en train d'être, si vous voulez. Bon, on verra tout ça, je n'insiste pas. La substance, disons, on a signifie. Mais la substance, c'est justement cette réalité une, mais composée. Elle est composée de matière et de forme. Et on va étudier cela. Et elle est composée de matière et de forme intellectuellement distinguées, mais ontologiquement indissociables. Une substance, ce n'est jamais une matière sans une forme, et ce n'est jamais une forme sans matière. Pour ce qui est de la substance sensible, je ne parle pas ici des substances angéliques, on y reviendra.
Mais même chez les substances angéliques, il y a une matière et une forme. Mais cette matière n'est pas de nature sensible. Toute substance est composée. Il n'y a que Dieu qui ne soit pas composé. Il soit unité de l'être, parce que son essence est d'être. Bon, on verra ça. Une substance, donc, est indissociablement composée d'une matière et d'une forme. On verra ce que cela veut dire. Pour le moment, retenons simplement ceci. Et indissociablement unie ontologiquement. Mais enfin, que l'on peut distinguer. Ainsi, intellectuellement. Donc une substance est composée. Et je peux intellectuellement savoir, en distinguant intellectuellement ce dont elle est composée, savoir de quoi elle est composée. Elle est composée donc ici de matière et de forme. L'intelligence, et en philosophie de la nature, c'est important, va distinguer donc la matière et la forme et va saisir que ce qui rend intelligible la substance, cet être concret, c'est sa forme. La forme, c'est ce qui donne une forme à une table, par exemple. Un morceau de bois qui n'est pas formé, sans forme, bon, c'est un morceau de bois. Vous allez dire qu'il a une matière aussi, puis une forme qui le forme comme bois. Bon, mais n'allons pas aussi loin et voyons dans ce morceau de bois une forme qui fait de ce morceau de bois une table, une statue. Donc je saisis cette statue et cette table comme une statue et comme une table. Je ne saisis pas avec mes sens la matière et la forme distinctement. Je distingue ça comme un tout, une table. Une table, c'est une table. Je ne vais pas dire, tu veux me passer la matière et la forme, s'il te plaît non. Seulement, intellectuellement, je sais que la forme est indissociable. Donc, puisque je sais que dans cette substance, la matière et la forme sont indissociables, puisque je sais que ce qui va me permettre d'intelliger, de lire à l'intérieur de la substance de quoi elle est faite, et de la comprendre comme étant une table, cette substance, c'est une table, parce que sa forme vient à travers les sens aussi, éclairer, pour ainsi dire, mon intelligence, allumer l'intelligence, et me permettre d'intelliger une réalité comme étant ce qu'elle est unie dans son être. Duns Scott va dire, moi, mon intelligence me permet de saisir la forme de la réalité. Je saisis la table. Voilà. Ça me suffit. Indépendamment de la matière, indépendamment de la table extérieure, je saisis que c'est une table et donc j'en ai la représentation dans mon entendement. Autrement dit, de la source de la compréhension, de l'intellection de ce qui est une table, ce n'est pas la table en soi, c'est la représentation de cette table que mon intellect produit. Ouais, un concept, ouais, mon intellect produit quelque chose. Et alors donc mon intellect se trouve avec, à l'intérieur de mon cerveau, j'ai comme une sorte de structuration qui fait que déjà je représente les choses. Et donc, puisque j'ai la représentation de la chose, il me suffira de connaître la représentation. Je n'ai pas à aller voir la chose à l'extérieur. Et ainsi, je m'enferme dans mon cerveau, qui est la source de toute représentation. Tout est représentation, dira Nietzsche. Tout est interprétation ensuite. Et donc, j'ai le monde de ma représentation, je me satisfais de la représentation, j'ai mes concepts en moi. Kant lui-même va essayer de décrire cet entendement structuré a priori, etc. Et donc, ma connaissance sera une connaissance de la représentation de la chose, mais pas de la chose. Il y a ce qui va vous permettre de comprendre ceci, c'est une image, plus précisément, c'est le peintre belge Magritte. Magritte a peint, dessiné, représenté une pipe. Vous vous souvenez de ça? Une pipe, non? Et puis, avec une belle pipe, voilà. Et il écrit en dessous, ceci n'est pas une pipe. C'est la représentation d'une pipe. La pipe réelle, ce n'est pas une pipe. Ce n'est pas une pipe réelle. Ce n'est pas une réalité. Je reste avec la représentation. Donc, à partir de là,
la modernité se développe. On va passer par Occam qui va critiquer cette notion de représentation. Je voulais mettre l'accent pour le moment sur cette conception du savoir, de la connaissance comme étant uniquement saisie de la représentation produite par l'entendement, par l'intelligence. Oui. Et puis après, il faudra que ça corresponde avec le réel, mais le réel, je ne saisis que la forme dans mon entendement. Une philosophie comme celle d'Aristote, ou celle de saint Thomas, est une philosophie qui dit que quand je connais quelque chose, c'est la chose que je connais. La preuve, c'est qu'en effet, la forme dont est constituée cette substance est dans la réalité, elle n'est pas dans mon entendement. Aristote, enseignant cela, critique Platon, pour qui la forme n'est pas dans la chose. La forme est la chose elle-même, c'est-à-dire l'idée. La table, le lit, prends l'exemple du lit, n'existe pas. Ce qui existe réellement, ce qui est réellement réel, c'est le lit. Dans le monde intelligible, qui est le seul monde réel, le lit réel, c'est le lit qui est l'idée, dans le monde intelligible. L'idée est la seule réellement réelle. Pourquoi? Parce que le lit, c'est une dégradation, une sorte déjà de déréalisation de l'idée réellement réelle, ontos on, une déréalisation première qui est l'œuvre du menuisier ou du charpentier qui construit un lit en fonction de ce modèle parfait du lit. Je vais faire le lit parfait. Le lit parfait. Il va prendre du bois, il va essayer donc de concrétiser ce lit, il va le fabriquer, mais en le fabriquant, un autre menuisier va aussi faire la même chose, il va aussi fabriquer un autre lit. Et on va s'apercevoir que le lit du premier menuisier n'est pas le même que le lit du deuxième, il y a des petites différences, voire de grandes différences. Et donc, on s'aperçoit que le lit produit par le menuisier ne peut pas être un lit parfait. Ne peut pas être un lit parfait. Et donc, s'il n'est pas parfait, il n'est pas réel. Parce que seul est réel ce qui est parfait. Mais attention, parfait pour le grec signifie ce qui est achevé, fini, ce à quoi on ne peut rien ajouter, telle l'idée de lit. L'idée de lit, je ne peux pas la rendre plus parfaite. C'est l'idée parfaite du lit. Et donc, les terres en lit sont nécessairement imparfaits puisqu'ils se multiplient et ils sont dans le monde sensible, matériel. Ensuite, il y aura une autre dégradation encore et déréalisation supplémentaire, c'est celle non plus du menuisier, mais celle du peintre. Ah, le peintre va peindre et reproduire en limitant le lit du menuisier. Mais ce qu'il va produire, c'est une image irréelle. Ce n'est plus un lit en bois, c'est un lit fait de couleurs et de lignes, de dessins. Donc il est encore davantage déréalisé. Mais pourquoi Platon a-t-il situé ce qui est réellement réel dans le monde intelligible? Parce que le monde sensible est un monde en devenir, un monde qui change sans cesse. Or, dit Platon dans son dialogue Le thé et tête, qui justement est un dialogue sur la nature du savoir. Qu'est-ce que le savoir, l'épistémé? Eh bien, il constate, comme désolé si on peut dire, si tout devient toujours, rien n'est jamais. Et cela est inconcevable. Parce que je ne pourrais même pas dire que le lit est un lit, puisque le temps de dire un lit, le lit aura cessé d'être un lit. Le mot est lui-même d'ailleurs est inconvenant, puisque le mot est n'a pas de sens, il n'y a pas d'être là-dedans. On peut dire le lit-lit, il faudrait dire le lit-lit. Quand je le dis le matin, passe-moi le sucre. Donc, je ne pourrais même pas dire le lit est un lit, parce que le temps de dire qu'il est un lit, il a cessé d'être un lit, puisque tout devient toujours. Même mes mots, mes paroles, elles-mêmes perdent un sens. Et c'est pourquoi la philosophie du langage est importante aujourd'hui, parce que tout devient langage. Et le
langage est un système de signes. Un signe qui renvoie au signifiant d'un côté, au signifié de l'autre, mais jamais aux références, c'est-à-dire à la réalité. Donc, le langage, c'est un discours où on traduit un signe par un autre signe. C'est un signe de signe. Vous voyez, on est là, donc, dans une traduction incessante d'un signe par un autre, sans jamais atteindre le réel, qui d'ailleurs n'existe pas. Puis tout devient toujours. On ne peut se raccrocher qu'aux signes, qu'aux mots, et s'entendre forme de consensus sur le sens d'un mot que l'on crée, que l'on pose. Le sens, on dit aujourd'hui, comme Duns Scott, il produit la représentation, mais aujourd'hui on ne reproduit plus la représentation de ce qui est. Aujourd'hui on crée un sens à partir de signes qui sont signifiés conventionnellement. Et donc si on dit que ceci est une table, ce n'est pas parce que ceci est une table, c'est parce que nous avons tous convenu d'appeler cette chose une table, ou plutôt bien précisément, pour parler entre nous et pour nous entendre, eh bien nous avons un signe qui signifie table, et donc indépendamment d'une table. Vous voyez, on est dans l'irréel, on est dans le monde des signes, c'est ce qu'elle veut dire, un monde mouvant, qui est la seule façon de trouver un sens, de donner un sens aux choses, qui changent, puis que tout devient toujours, rien n'est jamais. Donc Platon s'est dit, c'est pas que la seule réalité, c'est le lit, c'est l'idée de lit, et si les choses, s'il y a des lits multiples, c'est parce que ces lits participent à l'idée de lit. La notion de participation, on le verra, est importante. Nous en étions restés à l'idée